Merci d'être venus aussi nombreux. Vous venez aujourd'hui pour la semaine du cerveau. Merci à tous. Donc, cette édition 2024 est placée sous le haut patronage de la ministre, Sylvie Retailleau, et s'inscrit dans une démarche globale des chercheurs qui vont à la rencontre du grand public pour parler donc, des neurosciences, des avancées qui se font dans le domaine de la recherche et lutter aussi contre les fake news. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est un événement dont on dit qu'il a lieu dans plus de 120 villes en France. N'hésitez pas à regarder et à suivre donc, les réseaux sociaux pour avoir la programmation la plus complète. Ou alors, à vous connecter sur le site de la semaine du cerveau.fr pour retrouver l'ensemble de la programmation. Aujourd'hui, nous allons parler des différences qu'il y a ou qu'il n'y a pas concernant le cerveau donc, des hommes et celui des femmes. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Armelle Rancillac et je suis chercheur INSERM au Collège de France. Aujourd'hui, je vais essayer de commencer par vous présenter un petit peu le déterminisme sexuel qui va définir si on est un homme ou une femme, pour commencer par les basiques. Ensuite, spécificité du cerveau, pour bien comprendre comment cet organe fonctionne. Pour ensuite aborder les biais cognitifs. Et ensuite aborder le rôle de l'environnement social, pour ensuite conclure. Donc j'essaye de faire une présentation qui soit la plus interactive possible, mais encore une fois, si vous voulez m'interrompre à n'importe quel moment, n'hésitez pas à poser vos questions, même si bien sûr à la fin, il y aura un temps spécial pour les questions. Alors, déjà, à votre avis, le sexe, donc, si on est un homme ou une femme à la naissance, est-il déterminé génétiquement ? Oui. Quand je parle du sexe, je ne parle pas du genre. Génétiquement, oui. Alors, on dirait que c'est une question piège. Alors, déjà, si on parle de la détermination génétique et qu'on regarde par exemple les chromosomes humains, et bien effectivement, ce qui fait qu'on est un homme ou une femme, ça va être la présence des chromosomes sexuels. Si on a 2 chromosomes X, on va être une femme. Si on a un chromosome X et Y, on va classiquement être un homme. Ça, c'est vrai pour la plupart des mammifères, également certains poissons et des insectes. Si on regarde d'autres espèces, comme les oiseaux, certains reptiles ou les insectes, il va également y avoir des gènes sexués. C'est les coqs qui auront 2 mêmes copies du gène sexuel, et la femelle, cette fois-ci, qui aura un dimorphisme du chromosome sexuel. Donc là encore, il y a des petites variantes dans la nature, concernant les espèces. Si on regarde encore un petit peu plus loin, chez certains insectes et encore des mammifères, on peut voir que cette fois-ci, le chromosome sexuel qui va déterminer le sexe va dépendre de la copie. C'est-à-dire que c'est en fonction du nombre de copies du gène qu'on va devenir soit un mâle ou une femelle. Ou alors, ça va ne pas dépendre de chromosomes sexuels, mais de nombre de copies de tous les gènes de l'organisme. Mais il y a des déterminismes qui ne sont pas génétiques. Tout ne dépend pas de la génétique. Si vous regardez par exemple le cas de certains reptiles et des alligators, c'est la température d'incubation ou de l'environnement qui va déterminer si l'œuf va donner un bébé mâle pour des températures plus basses ou femelle pour des températures plus hautes. Il y a d'autres individus, c'est encore plus amusant, ça va dépendre de l'âge. Ainsi, si on regarde le mérou, et ben quand il est jeune, il naît femelle, et puis plus il devient vieux, plus il va avoir tendance à devenir un mâle. Donc c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Et encore plus amusant, ça peut dépendre de la vie sociale de l'individu. Donc si vous regardez par exemple les poissons clowns, et bien s'il devient dominant, il sera femelle, alors qu'avant il était mâle. Et le bluehead, au contraire, s'il est dominant, il devient mâle. Donc il y a plein de possibilités qui ont émergé dans le règne animal. On peut changer de sexe également si on est certains insectes, des crustacés, des cloportes ou des araignées, suite à une infection virale. Donc ça aussi, c'est assez impromptu. Ça mérite d'être souligné. Ou encore, il y a certaines espèces, comme les escargots, qui sont ce qu'on appelle hermaphrodites, donc qui ont les deux sexes. Donc, à ma question, le sexe est-il déterminé génétiquement ? Chez l'homme, oui. Vous avez envie de répondre vrai chez l'homme ?
Oui. Et bien là, je vais rentrer encore dans un autre niveau de complexité. En général, c'est ce qu'on vous a appris, et c'est vraiment le cas dans la plus grande majorité. Dès qu'on a un Y dans son génome, ça veut dire qu'on va développer tout ce qui est masculin. Donc, si on regarde les individus qui ont des petites anomalies au niveau des chromosomes et qui vont avoir soit une seule copie du X, soit deux, ce qui est vraiment le cas classique, ou alors des trisomies ou même plus au niveau du X, on peut aller jusqu'à 6 copies du X, je crois que c'est le record du monde. Là, on estime que ce sont des sexes féminins. Après, il faut savoir que dès qu'on s'écarte de la norme, qui est d'avoir 2 copies du gène X, moins c'est favorable pour l'organisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas être des X-Men, c'est pas Hollywood. En général, c'est pas des gains de fonction qu'on a, c'est plutôt des pertes de fonction. Et s'il nous manque un X ou si on en a trop, il y a souvent des cas de stérilité qui sont associés. Donc, n'essayez pas de grappiller des X, ça ne sert à rien. On trouve également certaines anomalies génétiques chez les hommes qui vont être XY ou XXY et qu'on classifie comme hommes et qui ont tous les attributs masculins, même si les XXY ont des hanches et ont une morphologie un peu plus proche de celle des femmes. Mais attention, c'est là que ça se complique un petit peu, il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont femmes avec la région XY, mais sans une petite région du Y qui sert à donner les attributs masculins. Donc ici, je vous présente le chromosome Y. Lorsqu'il est présent dans un organisme, il génère un mâle, sauf que c'est grâce à la présence de ces gènes-là que tous les attributs masculins vont se mettre en place. Et si dans cette partie du gène est manquante, eh ben, ça va donner une femme. Alors que globalement, il y a quand même du gène Y. Et attention, c'est pas terminé. Il existe également des femmes qui sont XY, mais qui présentent une mutation du récepteur aux androgènes. C'est-à-dire qu'elles vont plus être sensibles aux hormones masculines, et donc, bien qu'elles auraient dû être programmées génétiquement du point de vue des chromosomes XY pour être un homme, comme elles ne sont pas sensibles aux hormones parce qu'elles n'ont pas de récepteur, eh ben, elles ne se développent pas comme un mâle. Bon, le problème, c'est qu'elles sont un peu stériles, donc c'est pas tip-top encore une fois. Je vous dis, dès qu'on s'éloigne de la norme, de ce qui est plus classique en génétique, et ça fonctionne plutôt moins bien. Mais ça a créé des gros problèmes, ces femmes XY, parce que ça ne se voit pas de prime abord. Donc c'est des individus qui se développent et qui se pensent féminins, enfin de sexe féminin, qui s'inscrivent à des compétitions sportives ou autres, et qui, tout d'un coup, de façon inopinée, lors d'un contrôle antidopage ou autre, ils s'aperçoivent qu'il y a plein d'hormones, et elles sont recatégorisées en tant qu'hommes. Et là, c'est la fin de la carrière, c'est la catastrophe, et on part en thérapie. Elles se sentent femmes. Oui. Ah oui, oui. Et c'est une découverte pour elles, mais un coup, c'est comme si on me disait, au fait, je suis désolée, mais vous êtes un homme. C'est violent. Si vous regardez les femmes qui sont souvent top modèles, elles ont plus fréquemment cette mutation, c'est-à-dire qu'elles vont être tendance à être plus grandes que les autres femmes parce que le magnétisme est plus masculin, plus longiforme et malheureusement plus stérile. Donc, est-ce que toutes les femmes sont XX et tous les hommes XY? Non. Non. Mais attention, chez l'homme, ça reste quand même un déterminisme génétique. C'est juste qu'il y a des mutations et des translocations de parties de gènes. Alors, deuxième question. Plus le cerveau est gros, plus on est intelligent, à votre avis, vraiment ou faux? Les hommes en général ont des cerveaux plus gros, pourtant ne sont pas plus intelligents que les femmes. Non. Ouais. Effectivement, la taille du cerveau est proportionnelle à la taille de l'organisme, mais c'est pas la taille qui fait l'intelligence dans le cerveau.
Donc, c'est pas parce qu'on est plus grand, et ça, les Dalton illustrent très très bien. C'est pas parce qu'on est plus grand et qu'on a un cerveau plus gros, on va être plus intelligent. Alors, si c'est pas la taille qui fait l'intelligence, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le cerveau est si spécifique et qu'il y ait des cerveaux plus intelligents que d'autres? Les circuits neurologiques, connexions, connexions. Le câblage. Très bien. Si c'est en fibre de verre, ça marche. Donc, dans le cerveau, vous savez qu'il y a énormément de neurones, à peu près 80 milliards, et 1 million de milliards de synapses. Donc, c'est les points de jonction entre les neurones. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que des neurones, il y a d'autres types de cellules dans le cerveau, dont on parle un petit peu moins. Il y a aussi toutes les cellules gliales, dont les astrocytes, dont je vous ai mis ici une représentation. Mais il y a aussi des cellules de la microglie, des cellules oligodendrocytes, des cellules endothéliales pour la vascularisation du cerveau. Il y a beaucoup de cellules qui vont participer au bon fonctionnement. Elles assurent une multitude de fonctions. Principalement, elles sont l'interface entre les vaisseaux sanguins et les synapses. Donc, elles vont servir notamment à transformer le glucose qui vient du sang en lactate pour les neurones, parce que les neurones sont un peu difficiles. Ils n'aiment pas le glucose, ils préfèrent du lactate, donc il faut leur transformer la nourriture. Elles participent également à l'élimination et la régulation de l'eau et des ions qu'il y a dans le cerveau, pour qu'on reste constant, pour permettre au potentiel d'action de fonctionner, parce que le potentiel d'action repose sur des échanges d'ions. Ça sert un petit peu aussi en immunité pour faire une cicatrice gliale en cas de lésion. Elles vont proliférer pour faire un peu une colle dans le cerveau, colmater la brèche. Vraiment, comme elles arrivent ici en contact avec la synapse, vous voyez ici, elles peuvent participer à la régulation de l'efficacité des synapses pour moduler plus finement le fonctionnement des réseaux neuronaux. Elles vont pouvoir recapter la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique pour participer à la régulation de l'efficacité, est-ce que ça va être plus efficace ou moins efficace, et même libérer ce qu'on appelle des gliotransmetteurs pour aussi influencer la communication nerveuse. Le cerveau des hommes est-il différent de celui des femmes, à votre avis? Oui. Si les hommes et les femmes ne raisonnent pas de la même façon, peut-être que leur cerveau, effectivement, il a des différences. Alors, Ça dépend si c'est anatomique. bonne question, bonne réponse. Point de vue, au point de vue, On va commencer à regarder d'un point de vue anatomique, structurel. Si on regarde franchement comment est fait le cerveau, les différentes sous-régions du cerveau, est-ce qu'elles sont différentes ou pas? Les premiers, c'est de poser vraiment la question. C'est dans l'Antiquité, Aristote, qui lui a fait une observation très sommaire. Et il s'est dit, les femmes, elles ont un cerveau plus petit et plus froid. Alors, ne me demandez pas pourquoi plus froid. Comme je vous l'ai dit, le cerveau il est très richement irrigué. C'est un organe qui va être plus à température interne. Voilà. La température interne est très contrôlée et ça va être à 37 degrés chez l'homme comme chez la femme. Mais je pense que le temps qu'il fasse en dissection, il va être moins motivé pour disséquer le cerveau d'une femme et pour c'est pas suffisant. subjectif aussi, donc une interprétation Sexiste. exactement. Et donc forcément, comme elles avaient un plus petit cerveau et tout froid, elles étaient inférieures aux hommes. Cette idée, elle a duré jusque facilement Paul Broca, qui a vraiment défendu que, encore une fois, que les hommes avaient un cerveau plus gros que celui des femmes, et donc forcément que leur intelligence était supérieure. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une petite photo juste en dessous de deux cerveaux. À votre avis, lequel est le cerveau humain? Très bien. Et là, c'est un cerveau de dauphin. Qui a l'air beaucoup plus complexe, effectivement, parce qu'il a beaucoup plus de circonvolution.
C'est un cerveau de quoi? Donc, Dauphin. c'est la même grandeur. Oui. Oui. Donc, si cette théorie est vraie, le dauphin devrait être au sommet de la chaîne alimentaire. Un autre physiologiste qui est important de nommer ici, c'est Franz Joseph Gall, qui lui a émis une hypothèse qui a fortement marqué les neurosciences, qui est complètement fausse. Mais voilà, lui, il s'était dit qu'à la forme du crâne, on pouvait associer du coup des fonctions neuronales. Alors ça partait d'une bonne idée, parce qu'effectivement, le cerveau, il a des régions dédiées à certaines fonctions. Mais le problème, c'est que ça ne se transpose pas du tout au niveau du crâne. Et entre le crâne et le cerveau, en plus, il y a les méninges. Et la bosse des maths, que lui a attribué du coup à une performance en mathématiques nettement supérieure, ne peut pas du tout se mesurer à la forme du crâne. Ça, j'espère que maintenant, on en est bien revenu et que cette théorie fait partie du passé. Alors, d'un point de vue anatomique, y a-t-il des différences anatomiques du cerveau? Dans les années 80, on a commencé à regarder avec des techniques d'imagerie comment était constitué le cerveau. Et notamment, on a regardé le corps calleux, qui est une petite structure à l'interface entre les deux hémisphères. Et on a eu tendance à mettre en évidence que chez les femmes, il pouvait y avoir des différences par rapport à l'homme. Le problème, c'est que dans ces analyses, ils ne prenaient pas en compte la taille du cerveau, qui dépend du sexe. Et donc forcément, ils ne comparaient pas des choses comparables et ils mettaient en évidence des artefacts. Donc encore une fois, dans les travaux scientifiques, il faut faire très attention à la méthodologie, comment ils font pour tirer leurs conclusions, pour être sûr de la véracité des conclusions. Une autre différence anatomique a souvent été relayée dans la littérature et concerne donc des différences entre la substance blanche et la substance grise. Donc grâce à des études donc encore d'imagerie fonctionnelle, je ne sais pas si vous êtes familier avec la substance grise, donc elle est autour du cerveau, on concentre majoritairement les corps cellulaires des neurones, et la substance blanche est plus à l'intérieur et regroupe les fibres qui sont myélinisées et donc blancs, et c'est plutôt pour la transmission de l'information nerveuse. Et donc si on regarde comme ça grossièrement la substance grise et la substance blanche, et qu'on fait un ratio de ces deux structures dans le cerveau, et bien, il y a beaucoup de travaux en IRM fonctionnel qui ont montré des variations, donc selon le sexe, en montrant donc des volumes de matière grise et de matière blanche qui seraient différents entre les filles et les garçons. Mais là encore, des études plus récentes ont refait ces expériences en tenant compte de la taille du cerveau et se sont aperçus que si on prend des individus de même taille, mâle ou femelle, et dans ce cas-là, il n'y avait plus aucune différence entre la proportion de substance grise ou de substance blanche. Donc, encore une fois, non, il n'y a pas de différence anatomique du cerveau concernant la substance blanche ou la substance grise. Alors, je voulais maintenant vous parler d'une petite revue qui était parue dans PNAS, donc il y a à peu près un an, et qui a comparé cette fois-ci des différences anatomiques entre les hommes et les femmes. Mais ils ont pris des cerveaux dans différents pays. Soit dans des pays dits sexistes, donc par exemple en Inde, en Turquie ou au Brésil, soit dans des pays dits plus égalitaires, soit en Finlande ou en Suède. Et ils ont comparé les cerveaux des hommes et des femmes dans ces différents pays. Et ils ont pu montrer et mettre en évidence que, effectivement, il y avait des différences dans la structure du cerveau uniquement dans les pays où il y avait les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes droits et des pays où c'était plus sexiste. Donc leur interprétation, dans ce cas-là, c'était que, effectivement, peut-être que dans les pays où les femmes sont considérées comme étant inférieures, ça peut créer de l'anxiété et certainement donc, un manque d'opportunités pour les femmes, ce qui diminuerait
Parce que là, ce qu'ils ont mis en évidence dans ces travaux, c'est que le cortex droit était plus mince chez les femmes que chez les hommes. Et on sait par des études chez les animaux, chez la souris en particulier, que si on stresse les animaux, ça amincit ce cortex. Donc, peut-être que dans ces pays inégalitaires, les femmes seraient plus stressées et moins épanouies, et du coup, ça créerait des différences anatomiques à ce niveau-ci. Et ces différences de traitement des individus qui pourraient expliquer la dépression, qui sont plus fréquemment observées chez les femmes. Ce qui est important de se poser comme question, c'est pourquoi on s'acharne depuis la nuit des temps à vouloir mettre en évidence des différences entre le cerveau des hommes et celui des femmes. Parce qu'après tout, est-ce que c'est vraiment une question importante? Dans notre cerveau, il existe des biais cognitifs. Parce qu'en fait, pour pouvoir fonctionner rapidement et efficacement, le cerveau doit mettre en place des raccourcis. C'est vraiment essentiel. Sinon, à chaque fois, on ferait le monde avant de prendre une décision et ce serait une perte de temps. Et peut-être ça pourrait poser des problèmes de survie aussi. Donc, d'un point de vue évolutif, on a créé des biais et on a tous je crois qu'il y a à peu près 250 biais qui ont été actuellement classés, identifiés aujourd'hui, donc c'est colossal. Mais c'est important pour fonctionner, mais le problème c'est que ça crée aussi des distorsions et ça nous joue des tours. Notamment, on peut avoir des biais d'interprétation qui sont dus aux stéréotypes et aux clichés. Effectivement, on a tous des clichés, les femmes sont plus bavardes, les hommes ne pensent qu'au sexe. Il n'y a pas forcément de fondement, mais... Non. Les Casanova sont très valorisés dans notre société, donc un homme qui va parler de sexe, on va dire oh là là, waouh. Alors qu'une femme qui va parler beaucoup de sexe, ça va être une pute. Donc elle va plus se taire, elle va moins oser dire qu'elle pense ou autre. Donc ça crée des biais, des distorsions. On a l'impression que les hommes ils pensent plus, ils font plus, mais non, c'est juste que c'est la société qui inculque ces règles et qui crée ces différences. Alors, dans le cerveau, forcément, on a des stéréotypes, donc on va aller très vite sur les stéréotypes hommes-femmes. Forcément, s'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'il doit y avoir des différences au niveau du cerveau. Il existe également dans le cerveau des biais de confirmation, donc ce qui fait qu'on va accorder beaucoup plus d'importance aux informations qui viennent confirmer nos propres croyances, plutôt que d'accorder de l'importance à des nouvelles contradictoires. Donc à chaque fois, on va plus faire attention à effectivement, là, une petite différence. Ah bah oui, ça vient confirmer vraiment ce que je pensais déjà. Et forcément, ça fait boule de neige et on accentue un fait qui est faux. Ou encore, il y a également le biais de halo, qui consiste à généraliser l'ensemble des caractéristiques d'une personne à partir d'une seule. C'est-à-dire que, on va faire des généralisations, où à partir d'un détail, on va généraliser à l'ensemble. Et ça ne va pas dans le bon sens pour les conclusions objectives. Donc, c'est un problème intrinsèque à notre cerveau. Et il faut en avoir conscience pour essayer d'y remédier. Donc maintenant, si je vous repose la question, le cerveau des hommes est-il différent de celui des femmes d'un point de vue anatomique? Non. Vous êtes bien d'accord que même si dans certains cas, on arrive à mettre en évidence des différences, c'est plus environnemental qu'autre chose. Et donc, on estime aujourd'hui que c'est faux. Et que le cerveau n'est anatomiquement pas plus sexué que d'autres organes comme le foie, le rein ou le cœur. Alors, d'un point de vue fonctionnel maintenant, l'anatomie c'est une chose, mais le cerveau, ce qui est plus important après, ça va être comment il fonctionne. Donc là aussi, je vous ai choisi une petite étude qui est sortie vraiment il n'y a pas longtemps et qui fait encore le buzz sur les réseaux sociaux. Où c'est des Américains de Stanford qui ont essayé d'étudier le fonctionnement des différents réseaux neuronaux dans le cerveau pour essayer de voir s'il y avait encore une différence entre les hommes et les femmes, parce qu'ils n'ont pas trouvé de meilleure question. Et alors eux, ils ont étudié une multitude de réseaux, et ils ont trouvé 3 qui seraient légèrement différents entre les hommes et les femmes, et donc ils sont tout contents, parce que d'après eux, il y a une signature comme quoi le cerveau fonctionne différemment. Et donc, ils auraient mis en évidence que le réseau par défaut, qui est un petit peu, quand le cerveau est inactif, il ne pense à rien, on fait de la rêverie, il y a des circuits qui se mettent en place. Et ces circuits-là ne seraient pas exactement les mêmes entre les hommes et les femmes.
au niveau du striatum, qui joue aussi un rôle clé dans le contrôle des mouvements, de la prise de décision et des circuits de la récompense. Il y aurait des petites différences. Ainsi qu'au niveau du réseau limbique, qui lui est plus impliqué dans le contrôle de la régulation des émotions. Et dans cet article, ils ont surtout mis en évidence des différences au niveau du cortex orbitofrontal, donc qui est impliqué dans les apprentissages et dans la correction des réponses comportementales lorsqu'elles ne sont plus appropriées. Et moi, ce qui m'a marqué un peu dans ces fonctions, c'est qu'à mon avis, encore une fois, c'est encore des choses qui sont grandement influencées par l'environnement. Et à mon avis, s'ils mettent en évidence des différences dans ce fonctionnement-là, c'est que c'est le fonctionnement de la société qui a réussi à inculquer et à façonner le cerveau de façon à ce que ça le module durablement. Mais attention, donc après ils ont fait fonctionner une IA pour essayer de mettre en évidence des différences donc ils ont après présenté à cet algorithme des nouveaux clichés d'IRM pour qu'elle puisse trancher effectivement est-ce que c'est une IRM d'un cerveau masculin ou féminin. Et ils sont pu apercevoir que ça marchait dans 90% des cas à Stanford. Donc c'était très content et pour eux c'était une preuve inévitable qu'il y avait une différence entre les fonctionnements des cerveaux. Le problème c'est que si on présente des IRM qui sont faites en Allemagne, déjà on baisse à 80%. Et dans leur analyse, ils n'ont pas non pris en compte le genre des participants. Ce qui à mon avis est très dommage parce que dans son mode de fonctionnement, à mon avis, c'est moins dicté par son sexe que par son ressenti de comment c'est façonné et comment on crée son identité. Voilà, c'est un journal qui a fait un peu buzz, mais c'est pas transcendant. Alors maintenant, je voudrais faire une petite expérience en plus. À votre avis, si je vous montre cette image de profil, donc asexuée, d'accord ? Ce n'est ni un homme ni une femme. Et si maintenant je vous montre la représentation de deux cerveaux, d'après vous, lequel serait le plus efficace et performant ? À droite. Impressionnant, c'est que la conclusion de cette étude à Stanford, ils l'ont présentée comme ça. Ah bah tiens. Voilà, en montrant qu'effectivement il y avait des différences, avec certains qui avaient donc un cerveau plus gros, et surtout, ils ont représenté, si on regarde l'alignement des yeux, qui montre un petit peu la dominance, ils ont montré que l'homme était encore supérieur à la femme. Donc, je trouve ça vraiment dommage que dans une étude justement, où on s'intéresse au genre, au sexe, et au déterminisme, qu'on arrive à tirer des conclusions qui véhiculent encore et c'est sexisme. Mais voilà, c'est notre société. Ah oui. Encore du chemin à faire. De Trumpiste dans le monde des chercheurs. Pour avoir proportion, quoi. C'est ça. Et ça, c'est une étude qui date de février. Même tout simplement les informations. Donc, si on regarde les différences fonctionnelles du cerveau, on peut voir qu'effectivement, les préjugés restent tenaces. On continue à les accentuer. Ils sont largement relayés dans les médias. Et Stanford, c'est vraiment une université prestigieuse de renom. Elle y participe aussi, donc c'est assez hallucinant de voir que, encore aujourd'hui, ça continue. Qu'on va trouver donc de nombreuses publications qui traitent donc des différences cérébrales entre les sexes, qui sont publiées, qui ont pignon sur rue, mais nombre d'elles sont longtemps restées entachées par des biais, avec donc des interprétations erronées, parce que la méthodologie est peu rigoureuse. On n'a pas souvent rapporté la taille du cerveau, et ça c'est vraiment un facteur déterminant pour tirer des conclusions. Donc faites très attention quand vous lisez une étude à la façon dont elle a été menée, parce qu'on peut tout dire en conclusion si la méthode est biaisée, ce ne sera pas quelque chose de pertinent. Donc on ne peut pas nier qu'il y ait des différences entre les sexes, mais il faut comprendre un petit peu leurs origines. Alors d'où vient un peu cette différence observée entre les hommes et les femmes ?
Et bien ça va dépendre vraiment de l'environnement culturel dans lequel on grandit. Il y a beaucoup d'études qui ont été portées sur le sujet et on voit que, par exemple, si on prend un bébé qui vient de naître, que ce soit un bébé garçon ou un bébé fille, et on va avoir les adultes, dès la naissance, vont se comporter différemment avec l'enfant. Ils vont, les expressions affectives vont être différentes, les paroles, le nombre de contacts physiques aussi, on va plus faire des câlins ou pas. Et les jeux, le type de jeu, tiens, prends la petite voiture, tiens, prends la poupée, prends le fer à repasser, c'est vachement rigolo. Ça va pas être les mêmes. Et donc, ça va créer des différences de vécu de l'enfant qui vont façonner le cerveau de façon différente, façonner sa circuiterie et forcément faire qu'il fonctionne un petit peu différemment. Pourquoi ? Ça, c'est très important. C'est parce que le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement plastique. Donc, plastique, ça veut dire qu'il est adaptatif et qui, en fonction de son fonctionnement, va pouvoir se modeler. Il faut savoir qu'à la naissance, on a à peu près 10% des connexions cérébrales qui sont établies. Et tout le reste va se faire lors du développement, avec l'apprentissage, l'éducation, les interactions sociales, l'environnement, les expériences de l'enfant. Donc vous voyez, ça va avoir un impact déterminant. Si on regarde les petits garçons et les hommes en général, on va souvent dire « Ah, mais ils ont quand même une meilleure orientation spatiale. » Pourquoi ? Il faut savoir que souvent, les sports collectifs sont encouragés sur les petits garçons. Donc, ça les aide à mieux s'orienter. Et en plus, on les laisse un petit peu plus libres de jouer dehors. Donc, ils apprennent plus facilement à se repérer. En milieu rural, c'est peut-être plus facile qu'en milieu urbain. Mais à se repérer, à se faire des cartes mentales. Ils ont un cerveau qui se construit en 3D. Alors que les petites filles, on est un petit peu plus craintifs, on ne va peut-être pas les laisser jouer toutes seules dehors, on va les garder à la maison, du coup on va plus discuter avec elles et on va favoriser tout ce qui est langage et interaction verbale. Et donc forcément, elles vont être plus enclins, après l'âge adulte, à s'exprimer et à communiquer verbalement et à téléphoner plus. Donc la plasticité cérébrale, c'est vraiment le terme que vous devez retenir aujourd'hui. C'est très important. Donc c'est une notion qui date des années 1880, qui ont été introduites pour la première fois donc, par le philosophe William James, et qui correspond donc à la capacité qu'a le cerveau à se modifier au cours du temps à des expériences qu'il a vécues. Et ça, c'est vraiment propre au cerveau. Il n'y a que cet organe qui fait ça. Et il va le faire à tous les niveaux. Si on regarde déjà au niveau des molécules, le cerveau ne va pas exprimer les mêmes molécules en fonction, par exemple, du moment de la journée. Donc, si on regarde au niveau du noyau, donc à l'intérieur de la cellule, vous voyez les gènes qui vont être traduits en ARN, puis transcrits en ARN, puis traduits en protéines. Et bien ces protéines, du coup, elles ne vont pas être les mêmes en fonction, par exemple, du jour et de la nuit. Ou alors suite à un apprentissage. Donc si on regarde au niveau de la synapse, on va voir que la densité et la forme des épines dendritiques, donc qui forment ces synapses, va évoluer très rapidement au cours de temps. Vous voyez ici, sur un dendrite, on voit plein d'épines dendritiques, ces petites extensions. Elles vont être très mobiles, elles vont pouvoir naître, disparaître, s'élargir, s'allonger. C'est très mobile et adaptatif. Et à l'intérieur de ces épines dendritiques, que vous pouvez voir ici, il y a les vésicules de neurotransmetteurs qui vont pouvoir aussi être modulés, c'est-à-dire on va pouvoir changer les quantités pour, avec une même information nerveuse, libérer plus de neurotransmetteurs, donc être plus efficace, ou au contraire moins de neurotransmetteurs. Au niveau des récepteurs aussi, là, ça peut être modulé. Donc tout est adaptatif dans le cerveau. Je vous ai parlé des astrocytes, donc qui émettent des prolongements qui vont pouvoir venir au niveau de la synapse. Là aussi, ils vont pouvoir plus ou moins s'insérer, comme vous pouvez voir, au niveau de la synapse, et ainsi réguler l'efficacité de la synapse, juste en venant s'interposer
au niveau de la fente synaptique entre les deux éléments pré- et post-synaptiques. Et le nombre de synapses donc, peut être changé. Donc en fait, vous avez un signal électrique qui arrive au niveau de l'élément présynaptique, qui induit une libération chimique de neurotransmetteurs, qui est un peu plus lente, et qui va réinduire un signal électrique à partir dans l'élément postsynaptique. Donc on a électrique, chimique, électrique. Et l'électrique, donc il va être proportionnel à l'intensité de neurotransmetteurs et à la densité de récepteurs postsynaptiques. Ensuite, ça va être acheminé jusqu'au corps cellulaire qui va recevoir tous les influx nerveux de toutes les synapses. Et au niveau du corps cellulaire, s'il y a suffisamment d'excitation, pouf, ça part en potentiel d'action. Sinon, le neurone se tait. Donc, in fine, ça va être effectivement oui, non, oui, non, oui, non. En même temps, une modulation. Et toutes les modulations vont se faire dans l'intégration différentielle dans tout l'arbre dendritique. La plasticité cérébrale, elle s'exerce également au niveau du réseau neuronal. Donc, je vous ai dit que, effectivement, au niveau du cerveau, il y a différentes aires qui sont attribuées à différentes fonctions. Mais ces fonctions ne sont pas figées dans le temps. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, le cerveau de musicien, eh ben, ils vont recruter plus de neurones impliqués dans les régions responsables des mouvements de leurs doigts que les non-musiciens. Les zones du cerveau vont être un petit peu plus grandes. Chez les aveugles, donc, par exemple, où on a privé les entrées sensorielles parce qu'il y a eu une lésion ou autre, pareil, les neurones responsables donc, du traitement de l'information visuelle vont être alloués à d'autres fonctions pour servir à quelque chose. Donc il y a une réadaptation, une réorganisation du cerveau. Très amusant, une étude qui a été faite chez des chauffeurs de taxi londoniens. Donc à l'époque, on n'avait pas de GPS, il fallait apprendre les cartes routières, et c'était très difficile d'être chauffeur de taxi, en particulier à Londres, qui était une des villes les plus réputées pour être très compliquée dans son anatomie routière. Et une étude a été faite, maintenant quelques années, où ils ont mesuré le volume de l'hippocampe, qui est une région du cerveau qui aide à se repérer dans l'espace. Et ils ont mesuré ces hippocampes chez des chauffeurs qui étaient en école pour apprendre et espérer devenir chauffeur de taxi. Ça prenait 4 ans à l'époque. Et en 4 ans, du coup, où ils s'exerçaient pour essayer d'avoir une meilleure représentation spatiale de la ville, à la fin des 4 ans, ils ont réimagé ces mêmes personnes et ils se sont aperçus qu'effectivement, la pratique et l'entraînement faisaient que leur hippocampe avait grossi. Donc, l'entraînement du cerveau favorise son fonctionnement et ça se voit même sur la taille. C'est des particularités qui sont très utiles, notamment suite à un AVC, parce que lorsque on détruit, par exemple, l'aire du langage qui est une aire très importante, eh ben, il faut savoir que l'usage de la parole, par exemple, peut être restauré grâce, encore une fois, au recrutement des zones voisines de l'aire morte, parce qu'on va vouloir absolument retrouver cette fonctionnalité. Donc c'est possible, il ne faut pas se décourager, il faut dire, bon, allez hop, je vais faire marcher ma plasticité et je vais réapprendre. Et enfin, il y a un dernier système qui existe dans le cerveau pour faire de la plasticité, ça va être la synthèse de nouveaux neurones. Malheureusement, chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la neurogénèse, ce phénomène est assez sporadique, c'est-à-dire qu'on le voit un petit peu dans le bulbe olfactif, un petit peu dans l'hippocampe, mais ça reste très spartiate. En gros, vous avez votre pool de neurones qui ne fait ensuite que diminuer parce qu'on ne peut pas faire de nouveaux neurones. Ou très très peu, ça ne compense pas la perte, quoi qu'il en soit. Donc en conclusion, voilà ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau se modifie en permanence, à tous les niveaux, au niveau moléculaire avec l'expression des gènes, au niveau de la synapse avec la forme et la densité des synapses, au niveau des réseaux neuronaux de leur fonctionnement, et enfin en formant de nouveaux neurones. Et l'ensemble de cette plasticité et des facteurs environnementaux va créer des différences entre un cerveau plus féminin et un cerveau plus masculin. Mais, voilà, encore une fois, bien qu'on puisse mettre en évidence des différences, il faut savoir que
le cerveau n'est pas un organe sexuel. Je pense. J'espère que vous avez bien compris que c'était très humoristique. Alors, comme mon domaine de recherche, c'est le sommeil, je tenais juste à terminer par une petite conclusion sur les différences des hommes et des femmes concernant le sommeil, parce qu'il en existe. Donc, effectivement, le cerveau, quand même, a certaines fonctions qui sont différentes. Et on a pu mettre en évidence que le sommeil des femmes est généralement plus long. On a également montré que suite à une privation de sommeil, les femmes ont une plus grande amplitude d'activité ambulante, c'est ce qui sous-tendrait qu'elles ont une dette de sommeil qui s'accumule plus rapidement. Et enfin, que les femmes ont 40% plus de risque d'insomnie tout au long de leur vie que les hommes. Alors toutes ces différences, est-ce qu'elles seraient liées un peu au sexisme ambiant qui, altère et qui génère du stress chez les femmes? Peut-être. Ce qui est intéressant de prendre conscience, c'est qu'il y a autant de cerveaux différents que d'êtres humains sur Terre, que tous les cerveaux se modifient au cours des expériences et des vécus. Ça fait donc 8 milliards de cerveaux uniques. Et que ce qui est vraiment important, c'est comprendre comment on fonctionne pour mieux vivre ensemble avec le même droit. Voilà, merci de votre attention.